J'invite Monsieur Éric Coquerel à prendre la parole. Bien, indéniablement, cet article 9, tout le monde l'a dit, est un cavalier qui n'a pas lieu d'être ici, dans ce texte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se dit ouf en lisant qu'il y a un report d'1 an. Pour autant, je ne serai pas comme mon collègue Bourlange à se dire que, comme je suis contre cette mesure, le report d'1 an finalement étant satisfaisant, ça équivaudrait de voter cet article. Nous appellerons donc à voter contre lui. Pourquoi? On va nous dire très certainement, parce qu'on l'a entendu hier, que c'est moderne, le monde change. Bien. Je voudrais dire à mes collègues que le revenu à la source a été introduit en Allemagne en 1920, en 1943 aux États-Unis, en 1944 en Grande-Bretagne, en 1962 en Belgique, dans des pays où l'administration fiscale n'avait pas, disons, l'efficacité qu'elle a, par exemple, aujourd'hui en France, puisque nous sommes une des meilleures administrations fiscales, je vous rappelle, avec 98% de taux de recouvrement. Pour autant, si on regarde ce qui se passe dans ces pays, on s'aperçoit par exemple qu'en Angleterre, l'équivalent de la Cour des comptes critique fortement et régulièrement cette méthode, notamment à cause de l'instabilité professionnelle, le changement d'emploi professionnel, que par ailleurs le reste de la loi que vous nous apprêtez à nous faire voter va augmenter. Aux Pays-Bas, en Espagne, on en critique le coût. En Allemagne, la complexité, ce qui vient que les contribuables en viennent à prendre des conseillers privés aujourd'hui pour essayer de voir où ils en sont vis-à-vis de leurs impôts. Pourquoi nous sommes contre sur le fond? D'abord parce que, bizarrement, c'est demander à l'employeur une tâche de plus administrative, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que les employeurs sont surchargés de tâches administratives. La deuxième, c'est la rupture de confidentialité vis-à-vis de revenus privés. La troisième chose, c'est que ça va affaiblir l'administration fiscale, parce qu'on peut se demander si en réalité derrière ça, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la privatisation rampante de ce rôle de l'État. Et enfin, évidemment, c'est le rôle de consentement de l'État. Pour autant, ne pourrions-nous pas réfléchir plutôt à justement un recouvrement contemporain de l'impôt, c'est-à-dire quelque chose qui, avec... Il y a eu 40 secondes de plus sur l'interlocuteur précédent, donc merci de me les laisser également. Bah oui, excusez-moi, je regarde le chronomètre. Hein. Je vous invite quand même à conclure. Non, j'ai regardé, madame, ça a été jusqu'à 2h40, donc je finis. J'ai juste une phrase. Sur le recouvrement de l'impôt contemporain, c'est-à-dire quelque chose qui, grâce au numérique et grâce au progrès de l'informatique, permettrait un lien direct toujours entre le contribuable et l'administration, mais en évitant effectivement les questions de décalage préjudiciables, notamment aux revenus les plus modestes. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. Nous passons à l'amendement numéro 97 et j'invite Monsieur Catenas à le défendre. Ou Madame Resiguier. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous proposons un amendement visant à supprimer toutes les dispositions relatives au prélèvement à la source, car bien que cela apparaisse de prime abord comme une simplification, en réalité, il n'en est rien. Le dispositif implique en effet des formalités particulièrement complexes, notamment pour les petits employeurs, les indépendants, les professions libérales et les particuliers. Et surtout, sa mise en place porte atteinte à la protection, comme cela a été dit plusieurs fois, de la vie privée des salariés. En effet, il n'est pas possible d'évaluer le montant de l'impôt au vu d'une feuille de paie, tant qu'on ne connaît pas la composition du foyer ou la situation patrimoniale, ce qui implique donc, pour les salariés, de dévoiler des éléments intimes. Ainsi, soit l'employeur doit disposer de ces informations, soit cela implique un prélèvement à la source, puis une déclaration annuelle faite par le contribuable et, pour finir, un réajustement. Ce qui est une façon particulière, vous en conviendrez, de simplifier les choses. Le Premier ministre a annoncé un report d'1 an, et on peut se demander pourquoi. Que craint-il? Est-ce parce que le projet n'étant pas viable dans sa version actuelle, pour les syndicats comme pour le patronat, il semble plus sûr de l'abandonner dans l'immédiat? Mesdames et Messieurs les députés, n'oubliez pas que nous sommes là pour servir l'intérêt général. Nous avons donc le droit, et même le devoir, de nous forger un avis propre, afin de prendre une décision conforme à cet intérêt général. C'est pourquoi je vous appelle à voter notre amendement visant à supprimer l'article 9. Car en réalité, la véritable urgence, ce n'est pas de revoir la façon dont l'impôt est collecté, mais de savoir s'il est calculé avec justesse. Je vous remercie. Merci Madame Resiguier. Oui, Monsieur le Ministre, vous nous répondez technique, mais vous ne répondez pas sur le problème de fond que pose la question de l'impôt à la source, qui est juste la privatisation de l'impôt. C'est là-dessus aussi qu'on vous attend, puisque c'est votre administration.
À partir du moment où on passe à la privatisation, pardon, à l'imposition à la source, bien évidemment, on secondarise toute l'administration fiscale. Vous disiez tout à l'heure, nous sommes les seuls. Je ne sais pas si on est les seuls, mais en tout cas, la France, effectivement, peut s'enorgueillir d'avoir encore un État qui tient debout. Et un État, d'ailleurs, qui a d'autres caractéristiques que les pays qui se sont mis depuis plusieurs décennies à l'impôt à la source. Un État qui puise aussi sur des principes républicains, qui est celui du consentement, justement, à l'impôt. Donc, pour toutes ces questions de fond, la question de l'impôt à la source est radicalement différente, justement, de la possible vision d'un impôt contemporain qui laisserait à l'administration fiscale le soin de continuer à régler cette question d'une plus grande efficacité et, j'allais dire, peut-être effectivement régler cette question du décalage que le progrès numérique, informatique, etc. peut nous permettre. C'est cette question à laquelle vous ne répondez pas. Merci. Notamment, je voudrais répondre à l'argument de M. Coquerel, qui est un argument politique très important. Et je le remercie de souligner que je peux répondre en technique, mais vous avez raison, et je ne m'étais pas appesanti sur l'argument politique, et je m'en excuse si vous avez cru que je le fuyais. Votre argument principal, si je l'entends, indépendamment de la réforme fiscale, l'ensemble a changé. Bon, c'est une vision politique des choses que nous ne partageons pas. C'est finalement, on délègue, vous avez utilisé un lapsus, mais je comprends l'esprit de votre intervention, on délègue à l'administration, au privé, pardon, le soin de fixer l'impôt. Ce n'est pas le cas. C'est bien l'administration fiscale qui fixe les taux, qu'ils transmettent aux entreprises et donc aux particuliers, et c'est bien à l'administration fiscale que vous ferez vos recours. Aujourd'hui, non mais c'est un argument très important, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les chefs d'entreprise qui vont fixer les taux. Voilà, c'est bien sûr la loi de finances. Non, mais j'entends bien, il y a le prélèvement, mais c'est toute la question de la modalité. Et finalement, vous ne répondez pas non plus à la question sans y répondre. Est-ce qu'on est d'abord, sur le principe de l'impôt contemporain? Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Nous pensons beaucoup à penser que c'est mieux. Je pense que les Français pensent en majorité que c'est mieux. Après, la modalité, on peut en discuter, bien sûr. Mais est-ce qu'on est d'accord pour l'impôt contemporain? Nous, dans la modalité, nous proposons dans l'impôt à la source, c'est pour ça qu'on fait des études complémentaires, que ce soit les entreprises qui puissent permettre d'être ce tiers, ou collectivités locales, on a le droit de considérer que c'est d'autres modalités. Les banques, on pourrait imaginer plein d'autres choses. Mais sur le contemporain, vous ne répondez pas non plus à la question de est-ce que c'est bien ou pas? Parce que c'est aussi une mesure sociale que de permettre de payer son impôt au moment où on touche son argent. Et vous parlez de gens qui, effectivement, pourraient avoir ce décalage. Moi, je pense aussi à tous ceux qui ont un décalage négatif. Il y a des gens qui, l'année d'après avoir touché leurs revenus, touchent moins, et qui, par exemple, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont une difficulté. Non, mais attendez, j'ai compris votre argument, mais je voudrais juste l'expliciter. Et dans le décalage, c'est mieux pour eux de le payer au moment où ils touchent leurs revenus que de le payer effectivement l'année d'après. L'administration fiscale reste l'administration fiscale. C'est elle qui fixe ses taux, et c'est elle qui fait la liquidation de l'impôt, et c'est elle qui peut, quand elle le souhaitera, être en lien, soit dans le contrôle, soit dans la demande des concitoyens sur des contestations autour de cet impôt. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Mélenchon a demandé la parole. Je vais la lui donner, mais je rappelle que c'est exceptionnel vu l'importance du débat et que je reviendrai aux habitudes qui prévalent dans cette maison, à savoir 2 orateurs pour les amendements suivants. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Alors, je commencerai par un rappel au règlement. Le ministre ayant repris la parole, on pouvait considérer, mais sinon, moi, je ne demande pas de mesure d'exception. Le mode de perception, Monsieur le ministre, a une très grande importance dans cette affaire. Il faut convoquer l'histoire pour s'en rendre compte. Que d'autres, dans d'autres pays, aient imaginé l'impôt à la source, cela a à voir non pas avec la technique fiscale, mais avec la nature des relations à l'intérieur de l'État. Un État fédéral fera plus facilement un impôt à la source qu'un État unitaire, puisque l'attribution de la somme qu'est l'impôt est immédiatement perceptible dans un État unitaire, ce qui n'est pas le cas dans un État fédéral où plusieurs systèmes d'imposition peuvent se juxtaposer. Pour nous, Français, la construction de l'État et la perception de l'impôt, c'est le même processus. Parce que c'est à partir du moment où il y a un impôt que le royaume ne vit plus des recettes du roi. Mais la perception et le taux, c'est la même chose. Vous avez dit il y a un instant, ça devait être un lapsus, l'administration fixe le taux. Non, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Mais le fait de le percevoir soi-même change tout. On a mis 10 siècles à arriver à ce résultat. 10 siècles pour arriver à ce fait que l'impôt soit perçu et que tout le monde le paye. Le fait que ce soit l'État est lié au fait que ce soit la représentation nationale qui fixe le taux. Regardez bien le cas précis.
vous allez faire la perception de l'impôt dans l'entreprise. Évidemment que ce n'est pas le pauvre patron qui va s'amuser à remplir les feuilles d'impôt de tout le monde. Ben évidemment non. Donc il fera pour ça comme il fait pour la comptabilité. Il le confiera à une entreprise. C'est pourquoi l'impôt à la source, auquel nous sommes opposés à l'impôt à la source, revient à une privatisation et au système de la ferme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des entreprises privées qui perçoivent l'impôt. Voilà la grande contradiction que nous avons. Car pour le reste, qu'il soit contemporain ou pas, ben pourquoi pas contemporain? Ça se discute. Ce n'est pas une question de philosophie politique. Par contre, qu'il soit perçu par l'État, si, ça c'est une question de fond. Et nous défendons en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, l'État. Parce que la France, c'est autant son peuple, sa culture que son État. Sa contribution particulière à l'histoire de l'Europe, c'est la formation d'un État, et d'un État unitaire. C'est pourquoi la République est dite une et indivisible. Voilà, monsieur le ministre, pourquoi sans doute tout à l'heure, nous voterons l'amendement de monsieur Woerth. Donc, nous passons à l'amendement 177, qui est défendu par madame Boniva. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cette réforme de la retenue à la source vise à supprimer le décalage d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Toutefois, cela a été dit, sous couvert de simplification, elle risque en réalité de créer de nouvelles complexités et de nouvelles difficultés, en tout cas plus qu'elle n'en résout, pour les entreprises et les contribuables par rapport au système actuel. Je souhaiterais tout d'abord rappeler que notre administration fiscale a déjà très largement modernisé et simplifié les modalités de recouvrement de cet impôt via la déclaration pré-remplie ou encore la mensualisation, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un taux de recouvrement de plus de 98% et les effets négatifs pour les contribuables en cas d'évolution de revenus d'une année sur l'autre sont déjà largement atténués par la mensualisation qu'il conviendrait de généraliser. En revanche, pour les entreprises, et cela a été dit, alors que la simplification est le maître mot de cette loi d'habilitation, la mise en œuvre du prélèvement à la source, même différé, entraînera des charges supplémentaires en termes d'organisation et de temps de travail qu'on ne pourra pas enlever sans aucune création de valeur pour les entreprises, qui pèsera encore plus lourd proportionnellement pour les TPE et les PME. Enfin, l'impôt à la source comporte en soi une tentation ou un risque. Alors, je veux bien vous croire sur le fait que vous ne succombiez pas, Monsieur le Ministre, à cette tentation qui est la fusion de l'impôt sur le revenu, qui est progressif et calculé sur une base familiale, avec la CSG qui est individualisée et proportionnelle. Il ne faut jamais préjuger de l'avenir en matière fiscale. Il se peut que vous ne soyez pas éternellement sur ces bancs et nous préférerions que cette possibilité n'existe pas, car il s'agirait d'un séisme fiscal sans précédent pour les classes moyennes, alors que l'impôt sur le revenu est concentré sur seulement 45% des ménages. Et puis sur le fond, la responsabilité individuelle de nos concitoyens, qui est chère au président de la République, et le consentement de paiement à l'impôt me paraît un argument de fond également important. Ce sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression du dispositif plutôt que son report. Merci madame Boniva. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Oui, deux petites choses. La première, j'ai apprécié la position et l'argumentaire de ma collègue des Républicains tout à l'heure, parce que quand je vous ai entendu, monsieur le ministre, expliquer que déjà sur la feuille de paye aujourd'hui, il y avait des prélèvements qui avaient lien avec l'impôt, je vous fais remarquer qu'ils sont tous à taux unique et qu'effectivement, on peut se demander à quel niveau l'évolution que vous proposez, en réalité, non seulement serait une fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, mais en plus, du coup, pour simplifier les choses, que l'on évolue vers un taux unique qui, évidemment, poserait des questions par rapport à la question de la proportionnalité de l'impôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Woerth a présenté un amendement. Bon, pour nous, c'est un amendement de repli, c'est-à-dire que, évidemment, c'est un moindre mal par rapport à ce qui nous est proposé, parce que le décalage d'1 an ne change pas le fait qu'on nous propose dans 1 an quand même l'impôt à la source. Bien. Et entre deux mots, moi, je choisis le fait de celui qui défend l'État. Et l'amendement de M. Woerth, ce n'est pas un amendement technique, c'est un amendement qui, très clairement, justement, explique que l'impôt contemporain doit rester entre les mains de l'État. Jean-Luc Mélenchon a expliqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles c'était ce que nous souhaitions. Et en conséquence, nous voterons cet amendement. Merci. Merci, monsieur Coquerel. Passons à l'amendement 190, qui est défendu par monsieur Quatennens. Non, c'est monsieur Bernalicis. Voilà. C'est l'autre, oui, c'est ça.
Bonjour, chers collègues, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission, enfin, du rapporteur, pardon. Je voudrais vous alerter sur effectivement ce qu'implique le prélèvement à la source. On voit depuis plusieurs années un mouvement général de réduction des personnels dans les directions régionales des finances publiques et au Trésor public. Je suis régulièrement interpellé par mes anciens collègues de travail qui travaillent à la Direction régionale des finances publiques sur cet état d'esprit général. D'un côté, on fait avancer le processus de dématérialisation qui permet à chacun d'y voir un peu plus clair sur ses impôts, et c'est une bonne chose, mais on le fait au détriment de l'emploi public et de la qualité de service public de nos directions régionales des finances publiques qui sont vraiment au top dans leur qualification pour conseiller nos concitoyens. Et donc, je ne souhaiterais pas que le report de ce prélèvement à la source, c'est ça le fondement, que ça déplace finalement cette charge de travail aujourd'hui au sein de l'État vers les entreprises privées. Par ailleurs, je lisais dans la presse que dans de nombreux pays, les entreprises privées se plaignent des difficultés qu'elles ont justement sur ce système de prélèvement à la source. À partir du moment, quand tout va bien, mais à partir du moment où il y a une difficulté, elles doivent entreprendre des démarches qu'aujourd'hui, elles n'ont pas à faire. Et on parle depuis plusieurs jours de simplification pour l'entrepreneur, pour la très petite entreprise et la moyenne entreprise. Je ne vois pas en quoi ceci est une simplification. C'est une complexification pour l'entreprise. Il faut se le dire. Il faut avoir un regard lucide sur cette situation. Donc moi, je propose qu'on supprime cet amendement, parce que cet alinéa, puisque le système fiscal actuel fonctionne bien, nous sommes efficaces dans le pays, on peut être fier des agents publics qui travaillent dans ce domaine, et par contre, je pense qu'effectivement, il faudra poser la question de renforcer cette administration, puisqu'en matière de fiscalité, vous le savez, il y a des contribuables un peu plus aisés, et si les Français se plaignent de quelque chose, c'est qu'il y ait une justice fiscale à deux vitesses, où quand vous gagnez beaucoup, effectivement, vous n'avez pas les mêmes difficultés, puisque vous pouvez avoir une commission de conciliation sur le montant de l'impôt que vous auriez dû payer. Merci. Quel est l'avis de Monsieur le rapporteur pour la commission, s'il vous plaît? Merci Madame la Présidente. Chers collègues, il y a un aspect un petit peu paradoxal dans votre amendement, c'est que s'il venait à être adopté, cela rendrait possible le prélèvement à la source dès le 1er janvier 2018, ce qui est un petit peu contradictoire avec ce qui avait été énoncé par votre groupe auparavant. Mais pour répondre très rapidement à vos deux remarques sur d'abord ce transfert de pouvoir de l'État vers l'entreprise, je crois que le ministre a très bien expliqué tout à l'heure que ce n'était absolument pas le cas, puisque c'est bien l'administration fiscale qui va toujours donner le taux à prélever à l'entreprise qui, elle, sera donc un tiers collecteur, et ça n'enlève en rien les prérogatives de l'administration fiscale. Et puis, vous soulevez à très juste titre le sujet de ne pas charger les entreprises quand, pendant tous les débats de jour et de nuit que nous avions ici ces derniers jours, nous insistions justement sur la simplification pour ces mêmes entreprises. Vous avez tout à fait raison, et c'est bien l'objet de ces 3 mois d'expérimentation et de l'audit externe qui est réalisé pour prendre le temps justement, et c'est tout l'objet de ce report d'une année, de s'assurer que les entreprises pourront bien assurer cette collecte sans que ça devienne une charge trop lourde pour elles. Donc c'est un avis défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le ministre. Monsieur Mélenchon a la parole. Ce sera pour un mot. Ça s'appelle un amendement de repli, rien de plus. Nous voyons un avantage à voter de cette façon, de manière à être cohérent avec notre défense de la place exclusive de l'État dans la perception de l'impôt. Rien de plus, mais vous avez raison de pointer qu'il y a un effet paradoxal. Mais bon, c'est la logique du débat, rien d'autre. Alors, l'amendement numéro 92 est défendu par Monsieur Coquerel. Voilà. On arrive à la fin de ces débats. Ce que je constate, c'est qu'on a entendu beaucoup de groupes intervenir, tous de façon critique, selon les graduations par rapport aux articles qui nous sont proposés. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de collègues de En Marche. Et je suppose que ça veut dire qu'ils sont assez dans l'expectative par rapport au débat, ce qui est après tout positif. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se rend compte que tant sur les questions de simplicité,
sur les questions de fond, de savoir qui collecte l'impôt entre l'État ou l'employeur, sur les questions également posées sur la progressivité de l'impôt, on se rend compte que tout ça n'est pas du tout au point. Et que je m'interroge sur la raison pour laquelle on veut à tout prix faire passer ça en ordonnance, en plus un cavalier qui n'a aucun rapport avec le reste du sujet. Donc je défends l'amendement qui serait à mon avis raisonnable, qu'on reporte, puisque là j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des amendements, contre-amendements, que les alternatives sont possibles, qu'on ne sait plus trop jusqu'où iront ces alternatives, qu'on reporte carrément cet article en ne votant pas pour l'alinéa 2. Merci. Nous allons procéder maintenant au vote de l'article 9. Qui est pour? Non, ça y est, vous avez ouvert les opérations. Qui est pour? Qui... J'avais ouvert les opérations de vote et personne ne s'est manifesté. Non, il faut être ferme. J'ai ouvert les opérations de vote, donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Contre? Voilà. Je vous remercie. Je vais faire un rappel au règlement. Vous donnez la parole à M. Mélenchon pour un rappel. Je donne la parole à M. Mélenchon pour un rappel au règlement. Oui, parfaitement. Plusieurs mains se sont levées et ceux qui suivent les débats savent qu'à chaque article, il y a une explication de vote globale sur l'article. Vous nous avez privés autoritairement du droit à cette explication. Nous demandons à pouvoir l'avoir. Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler qu'aucune demande d'explication de vote ne m'étant parvenue avant le vote, j'ai mis au vote conformément au règlement. Donc je laisse la parole à Monsieur Ruffin. Bonjour, messieurs, mesdames les collègues. Donc d'abord, je voudrais dire que je soutiens l'amendement des camarades communistes, mais je voudrais revenir sur l'article 9, puisque la parole ne nous a pas été laissée sur cette question-là. Bon, moi, je suis nouveau, je suis naïf, je débarque, mais je vois un petit peu quand même un côté surréaliste à cette longue discussion. On est pendant l'été, l'urgence, c'est quoi? C'est de débattre de l'impôt à la source. Je posais hier, on sait qu'aujourd'hui, il y a 60 à 80 milliards d'évasion fiscale qui pourraient être récupérés par l'État. C'est évalué à 1000 milliards au niveau européen. Je citais hier le cas de Gérard Mullier, mais je ne vais pas m'acharner sur lui, qui avec sa famille, place un paquet d'argent en Belgique. On a eu, par exemple, Google, qui aujourd'hui ne paye à peu près 8% d'impôts sur les sociétés, alors que les petites et moyennes entreprises sont largement taxées au-delà de ça. Donc, est-ce que c'est 25% taux affiché? Cette question n'apparaît pas du tout dans le discours d'Emmanuel Macron à Versailles, ça n'apparaît pas du tout dans le discours de politique générale de Édouard Philippe ici, mais il me semble que ça devrait être la priorité de la représentation nationale, de se demander pendant l'été, en urgence, comment on récupère cet argent pour donner de l'air, non pas aux multinationales, mais pour donner de l'air aux salariés, pour donner de l'air aux entreprises, aux PME et ainsi de suite. Donc, voilà. Je vous propose à nouveau qu'on revoie tout l'ordre du jour et qu'on fasse des ordonnances d'urgence contre la finance. Je vous remercie et je suis confiant en votre solidarité. Merci, Monsieur Ruffin. Je voudrais profiter, Madame la Présidente, du temps qui nous sépare du scrutin public pour répondre à Monsieur Ruffin sur les arguments qu'il a évoqués sur l'actualité, notamment sur Google. Nous allons étudier le jugement du tribunal et nous allons, en tout cas en ce qui concerne l'État et particulièrement le gouvernement et particulièrement le ministère, faire appel de ce jugement afin de préserver les intérêts de l'État, bien sûr, et des perceptions fiscales qu'il nous semble être important d'être au rendez-vous. Donc soyez rassurés, Monsieur Ruffin, je suis sûr que vous mettrez la même verve à porter la parole du ministère des Comptes publics que vous ne l'avez fait à dénoncer ce premier jugement. Sur le point en général de la fraude fiscale et de l'optimisation, je peux vous assurer, on aura l'occasion d'en reparler, que toutes les fraudes, bien sûr les fraudes sociales, mais aussi les fraudes fiscales, vous avez raison de le souligner, sont des atteintes à la République et de l'argent que les contribuables n'ont pas pour leur service public et pour leur fonctionnement. Vous avez 1000 fois raison. Cependant, et sans avoir de lien particulier avec qui que ce soit,
Je voudrais simplement vous souligner qu'avant d'attaquer des grands chefs d'entreprise qui, notamment dans ma région et pas simplement, ont donné beaucoup d'emplois, il faut savoir attaquer ceux qui savent se défendre. Il ne me semble pas que M. Mullier soit député sur ces bancs. Il est bien plus facile d'attaquer des personnes absentes que quand elles sont présentes devant vous. C'est un peu dommage. Je n'ai pas d'amitié particulière pour M. Mullier ou pour n'importe quel autre chef d'entreprise. Simplement, il a créé bien des emplois et dans toutes les zones, me semble-t-il, de France. Et ça permettra aussi d'un minimum de respect. Voilà. Je voudrais simplement vous dire, je n'ai pas terminé, Monsieur Ruffin, souffrez qu'en démocratie, on puisse vous répondre. Je sens que je vous ai énervé, mais ce n'était pas tout à fait le but. C'était pas tout à fait le but. Il me semble que, bien sûr, la justice doit passer, que l'administration fiscale doit être intraitable avec tout le monde, y compris avec des chefs d'entreprise. Ça n'empêche pas d'avoir un minimum de respect pour les personnes, notamment pour ceux qui créent des richesses. Demande de prise de parole de M. Ruffin et de M. Dharréville. Oui, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cette réaction, parce que en défense des créateurs de richesses, parce que ça va peut-être nous donner un premier fil sur lequel tirer pour résoudre l'énigme que je soumettais à nos collègues hier soir. On a évoqué M. Mullier. Il se trouve qu'il y a chez Auchan, je rappelle les données pour les absents, il y a chez Auchan aujourd'hui un plan de licenciement de 937 personnes. Apparemment, il y aurait des recréations derrière, donc ça fait une perte de 500 emplois. C'est dans une entreprise qui vient de faire 14% de bénéfices, qui a vu ce dividende augmenter ce printemps de 74%. On nous dit qu'il y a un plan social qui est à hauteur de 50 millions d'euros, et ça va faire la liaison avec la question qui vient d'être posée, puisque dans la même entreprise, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité et d'emploi pour cette année, est de 88 millions d'euros, il me semble. Donc mon énigme, je la repose aux députés d'En Marche, je la pose aussi à vous, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce qu'il y a quand on a affaire à une pareille agression économique? Et je pense que vous aussi, ça vous révolte que dans un groupe qui se porte bien, on supprime ainsi des postes. Quand on a affaire à une agression économique comme ça, qu'est-ce qui aujourd'hui se trouve dans ce projet de loi pour venir intervenir entre l'agresseur économique et les agressés que sont les salariés? Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Merci, M. Ruffin. J'ai une demande de parole de M. Bernalicis. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir, il y a des termes là dans cet amendement qui m'ont fait penser à un événement qui a eu lieu, notamment dans les mécanismes de mobilisation des créances fiscales et puis de tout ce qui est les crédits d'impôt. J'ai souvenir que l'État a dédommagé la Société Générale à hauteur de 2,2 milliards d'euros suite à une affaire médiatique. Vous vous souvenez, l'affaire Kerviel. Il se trouve que j'avais lu dans la presse que l'État et Bercy avaient entamé des démarches pour récupérer ces 2,2 milliards, puisque, comme vous le savez, ils n'étaient pas dus par l'État auprès de la Société Générale, puisque le montant initial de la perte n'a jamais été prouvé. Et c'est même le contraire qui a été prouvé, c'est-à-dire que c'était un mensonge de la part de la Société Générale. J'espère que je n'aurai pas de procès en diffamation. Mais on verra, c'est possible. Monsieur le ministre, on cherche de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous informer de où en est-on de ces 2,2 milliards d'euros? Ça vous enlèverait une belle épine du pied. Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur Bernalicis. Pour répondre à la question que je ne voudrais pas éluder, bien sûr que nous souhaitons tous récupérer de l'argent dans les caisses de l'État, ça va de soi. Tout ce que je peux vous dire, et je pense que c'est une information intéressante pour vous, c'est que la procédure fiscale se poursuit.